Je m'appelle Arthur Sterling. J'ai 29 ans et, pendant toute ma vie d'adulte, ma famille m'a traité comme une tache indélébile sur leur image publique absolument irréprochable. Il y a quelques mois, alors que j'étais assis tranquillement dans un restaurant français incroyablement cher pour le dîner de fiançailles de mon frère aîné, mes parents ont explicitement dit à sa fiancée, incroyablement riche, que j'étais un cas désespéré. Ils m'ont dépeint comme une œuvre de charité ayant besoin d'une aide financière juste pour survivre à l'hiver. Ils ont ouvertement ri de moi devant une salle à manger privée remplie de gens. Ils se sont moqués de mes vêtements bon marché. Ils se sont moqués de mon ambition. Ils se sont moqués de mon existence même, réduisant le travail de toute une vie à une blague pathétique. Mais il y avait un secret immense et indéniable qu'ils ignoraient. Le stupide petit passe-temps informatique dont ils se moquaient sans relâche était en fait Quantum Nexus, une entreprise mondiale de technologie logistique qui venait d'être évaluée à plusieurs milliards. Et l'investisseur influx de la Silicon Valley qu'ils essayaient si désespérément d'impressionner, la nouvelle fiancée magnifique et impitoyable de mon frère, suppliait agressivement mon équipe juridique de la rencontrer depuis 8 mois consécutifs. Aujourd'hui, la situation s'est complètement inversée, et la famille qui me traitait autrefois comme un déchet me supplie activement de sauver son empire financier chancelant d'une ruine totale. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé leur arrogance pièce par pièce, appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous croyez que le karma ne manque jamais une adresse. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo. Je les lis tous, un par un. Maintenant, retournons au moment précis où le cauchemar a atteint son paroxysme. L'air dans la cave à vin privée du restaurant Liardan sentait le chêne vieilli, les truffes coûteuses et l'arrogance étouffante du vieil argent. Ce n'était pas un restaurant où l'on entrait simplement pour demander une table. C'était un endroit où les serveurs portaient des gants blancs immaculés. Les menus n'affichaient aucun prix, et le maître d'hôtel savait exactement combien valait votre patrimoine immobilier avant même que vous ne lui remettiez votre manteau. Mon père, Richard Sterling, s'est penché au-dessus de la nappe blanche, amidonnée et impeccable. Il a fait un geste vers Victoria, la nouvelle fiancée de mon frère Preston, avec son charme habituel poussé au maximum. C'était exactement la même fausse chaleur sucrée qu'il utilisait lorsqu'il essayait de convaincre des veuves riches et en deuil de lui remettre l'héritage de leur défunt mari, ou lorsqu'il présentait agressivement un nouveau projet immobilier lors d'une réunion de copropriété. Il a pointé son lourd verre en cristal directement vers moi, le liquide rubis coûteux tourbillonnant dangereusement près du bord. Il a dit à Victoria de ne pas faire attention à moi, il m'a qualifié de « projet en cours, permanent ». Il a dit que j'essayais encore de trouver mes repères dans le monde réel, parlant de moi comme si j'étais un tout petit confus faisant ses premiers pas plutôt qu'un homme de 29 ans assis juste en face de lui. Victoria n'a pas offert de sourire poli. Elle était associée principale dans une immense société de capital risque de la Silicon Valley. Une femme qui concluait des transactions à 9 chiffres avant son café du matin. Elle possédait des yeux perçants, incroyablement intelligents, qui ne manquaient absolument rien. Elle était vêtue impeccablement d'un blazer anthracite sur mesure, sa posture rigide et férocement professionnelle. Elle m'a juste fixé à travers la table, les sourcils légèrement froncés, un minuscule pli se formant au-dessus de son nez comme si elle essayait de résoudre une équation mathématique hautement complexe. Elle m'évaluait, non pas avec le jugement étouffant de ma famille, mais avec une étrange curiosité clinique que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Mes parents avaient bâti de toutes pièces une boutique de gestion de patrimoine à Chicago. Ils étaient des titans dans leurs propres esprits, les souverains d'un royaume très spécifique et très superficiel. Mon frère aîné, Preston, était l'enfant doré incontesté. Il suivait parfaitement leurs traces, portant des costumes de créateurs sur mesure qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Il louait des voitures de sport européennes voyantes, portait des montres qui coûtaient le prix d'une maison de banlieue et parlait entièrement en jargon d'entreprise creux. Tout leur monde était bruyant, incroyablement poli et entièrement obsédé par les apparences. Il mesurait la valeur humaine à la taille de votre salaire de base, à l'exclusivité de vos adhésions à des clubs privés et à l'étiquette de créateur minutieusement cousue dans la doublure de votre veste. Si vous n'aviez pas un fonds d'études universitaires à haut rendement dont vous vantez ou un portefeuille d'actions massif à exploiter, vous étiez essentiellement invisible pour eux. Vous ne comptiez tout simplement pas. Et puis, il y avait moi. Je n'ai jamais voulu gérer des portefeuilles ou détourner des frais de gestion des comptes de retraite de travailleurs acharnés. Je voulais construire quelque chose de réel. Je voulais perturber une industrie brisée et archaïque qui reposait sur des feuilles de calcul obsolètes et une bureaucratie sans fin. Alors, j'ai lancé ma propre entreprise depuis le coin de mon studio exigu et plein de courants d'air,
situé du mauvais côté de la ville. Ma vie était le bourdonnement calme et incessant d'une baille de serveurs alimentés par du café noir froid, des nouilles instantanées bon marché de Walmart et d'interminables nuits blanches passées à fixer des milliers de lignes de code. Pour ma famille, mon refus catégorique d'assister à leur gala de charité interminable et mes pulls de friperie délavés et confortables n'étaient pas des sacrifices pour une start-up. C'étaient des preuves indéniables et concrètes que j'étais un échec total. Ils ne comprenaient pas seulement mal mes choix, ils avaient une honte profonde et viscérale de moi. À cette table, entourée de bouteilles de vin millésimées, les insultes continuaient, incessantes et aiguisées. Ma mère, Éléanore, a tendu la main à travers la table et a tapoté la mienne. Le geste débordait d'une condescendance apitoyée qui brûlait ma peau plus fort qu'une gifle physique. Ses ongles étaient parfaitement manucurés, ses poignets couverts de lourds bracelets en diamant payés par les frais de gestion prélevés aux autres. Elle a dit à Victoria, avec un petit soupir théâtral tragique, que je bricolais juste avec un truc d'ordinateur. Elle a fait en sorte que cela sonne comme si je jouais avec des blocs de construction dans un bac à sable. Preston est intervenu immédiatement avec un sourire suffisant, profondément agaçant. Il a ajusté sa cravate en soie importée, un cadeau d'un client qu'il avait récemment surfacturé. Il a fièrement annoncé à la table qu'ils avaient généreusement proposé de m'obtenir un stage de base dans leur entreprise. Il a dit que je pourrais répondre au téléphone, chercher le café et classer des documents juste pour m'habituer à un environnement professionnel. Mais, a-t-il ajouté avec un ricanement, je tenais obstinément à ma liberté. Il a fait en sorte que le mot « liberté » sonne comme une maladie hautement contagieuse. Victoria a essayé d'orienter la conversation vers quelque chose de productif. Elle a tourné son regard perçant directement vers moi, sa voix coupant facilement le bruit des bavardages interminables et auto-congratulateurs de ma famille. Elle m'a demandé sur quel type de projet je travaillais, s'enquérant spécifiquement de la lacune du marché que mon logiciel tentait de combler. Avant même que je puisse ouvrir la bouche pour lui répondre, mon père m'a coupé la parole. Il a agité la main de manière dédaigneuse dans ma direction, un geste de mépris total, comme si l'on chassait une mouche gênante et insignifiante. Il lui a dit de ne pas s'embêter à demander car c'était incroyablement ennuyeux. Il a dit, il ne faisait que construire une application, une parmi le million d'applications inutiles qui existent dans le monde. Il a soupiré profondément, un son lourd destiné à transmettre à Victoria que mon existence même était une croix lourde et tragique qu'il portait héroïquement sur ses larges épaules couronnées de succès. Ils ont continué à discuter de moi pendant les 10 minutes suivantes, comme si je n'étais pas assis juste en face d'eux. Ils ont dépeint le portrait vivant d'un garçon perdu et profondément confus qui refusait de grandir. Un parasite nuisant à leur héritage parfait et riche. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Ma mâchoire s'est serrée si fort que j'ai ressenti une douleur sourde irradiant à travers mes molaires. J'ai agrippé ma serviette en lin sous la table, mais je n'ai absolument rien dit. Je me suis simplement concentré sur la condensation froide glissant lentement sur le côté de mon verre d'eau en cristal. Je savais exactement qui j'étais. Je savais exactement ce qui reposait en toute sécurité sur mon compte bancaire professionnel. Mais je les ai laissés parler. Je les ai laissés creuser leur propre tombe, une pelletée condescendante à la fois. Pour vraiment comprendre comment j'ai maintenu mon calme glacial absolu dans cette salle à manger glaciale alors que ma propre famille me déchirait, vous devez savoir ce que cela fait d'être un fantôme silencieux dans sa propre maison pendant plus de 2 décennies. Je pensais que le pire de leur trahison était enterré dans le passé. Je pensais avoir atteint les profondeurs les plus basses de leur cruauté. J'avais tort, et dangereusement. Le dîner étouffant au liardan n'était pas un incident isolé. C'était juste le grand final d'une vie entière de rejets silencieux et d'humiliations hautement calculées. Grandir dans la famille Sterling signifiait que vous n'étiez précieux qu'à hauteur de votre dernière réussite quantifiable et digne d'être publiée. Preston était le quarterback vedette du lycée, le champion agressif de l'équipe de débat, le fils doré qui avait obtenu un fonds universitaire massif de nos grands-parents et l'avait transformé en un diplôme de l'Ivy League. Il était l'affiche parfaite de leur éducation irréprochable. Moi, en revanche, j'étais le gamin tranquille qui démontait des radios cassées pour voir comment fonctionnaient les circuits. Je préférais la compagnie prévisible et logique des cartes mères à celle des mondains des clubs privés. Et je passais mes week-ends à écrire du code complexe dans le sous-sol humide pendant qu'ils assistaient à des tournois de golf. Mes parents ne respectaient ni ne comprenaient rien de ce dont ils ne pouvaient pas immédiatement se vanter auprès de leurs riches amis. Un mois avant cet horrible dîner de fiançailles, mes parents avaient organisé une immense fête pour le solstice d'été dans leur vaste maison au bord du lac, valant plusieurs millions de dollars.
C'était l'événement de réseautage le plus important de la saison, un rassemblement minutieusement organisé pour afficher leur richesse et sécuriser de nouvelles affaires. Ils avaient invité des investisseurs providentiels majeurs, des associés principaux de cabinets d'avocats, des politiciens locaux et quiconque possédant une valeur nette supérieure à 5 millions de dollars. Les traiteurs coûteux servaient du caviar importé et du champagne millésimé sur de lourds plateaux en argent, et un quatuor à cordes jouait doucement en arrière-plan sur la pelouse manucurée. Je n'ai appris l'existence de la fête que lorsque j'ai fait défiler mon téléphone et que j'ai vu les photos glacées sur le fil d'actualité de mon cousin. J'ai vu toute ma famille trinquer avec des coupes de champagne sur le ponton en cèdre magnifiquement éclairé. Preston était là, souriant arrogamment dans un costume en lin sur mesure, son bras étroitement enlacé autour de Victoria. Mes parents rayonnaient sous les lumières du patio, serrant la main de PDG éminent et tenant salon comme de la royauté. Tout le monde était là. Tout le monde, sauf moi. Quand j'ai appelé ma mère le lendemain matin pour demander pourquoi j'avais été si manifestement exclu d'un événement familial, sa voix était légère, aérée et totalement dépourvue de la moindre culpabilité authentique. Elle m'a appelé « chérie », son ton dégoulinant de cette fausse douceur saccharine qu'elle réservait habituellement aux clients fortunés difficiles. Elle a prétendu qu'il ne voulait tout simplement pas m'accabler. Elle a dit que c'était une foule de très haut niveau avec beaucoup de discussions hautement techniques sur les marchés mondiaux, les taux d'intérêt volatiles et les acquisitions immobilières agressives. Elle a eu l'audace inouïe de dire qu'elle ne voulait pas que je me sente, inadéquat, entouré d'autant de succès imposants. Inadéquat. Ce mot tranchant comme un rasoir a brûlé un trou permanent directement dans ma poitrine. Ce n'était pas un simple oubli. Ils n'ont pas juste oublié de m'envoyer une invitation gaufrée. C'était une quarantaine délibérée et calculée. Ils protégeaient activement leur marque immaculée et hautement rentable contre la tâche de ma médiocrité perçue. Ils pensaient honnêtement que ma présence, mon manque de salaire à 6 chiffres et mes vêtements bon marché sans marque ruineraient leur chance de conclure un accord immobilier commercial lucratif ou de sécuriser un nouveau client incroyablement riche pour leur cabinet de gestion de patrimoine. Mais les exclusions privées et silencieuses n'étaient absolument rien comparées aux humiliations publiques. Les exécutions publiques de mon caractère étaient toujours beaucoup plus aiguisées, spécifiquement conçues pour élever leur propre statut en me marchant directement sur la gorge. Je me souviens très bien du barbecue du 4 juillet, l'année précédente. Nous étions debout sur le patio du vaste domaine de nos riches voisins, une propriété massive avec des pelouses parfaitement manucurées, un court de tennis privé et une piscine à débordement immaculée. Mon père tenait salon près de l'immense barbecue extérieur construit sur mesure, entouré de ses plus importants associés commerciaux. Parmi eux se trouvait M. Henderson, un avocat très éminent et hautement redouté qui contrôlait un fonds de fiducie familial massif et gérait des affaires de divorce et de garde d'enfants très médiatisées et incroyablement sales pour l'élite de la ville. Mon père a tonné bruyamment par-dessus le bruit du feu crépitant et des feux d'artifice, annonçant fièrement à tout le patio que Preston prenait officiellement en charge les comptes asiatiques très lucratifs de l'entreprise au prochain trimestre. Il s'est vanté sans fin de l'énorme promotion de Preston, gonflant les chiffres réels pour rendre cela encore plus impressionnant qu'il ne l'était déjà. Ensuite, M. Henderson, essayant simplement d'être poli et inclusif, a tourné son attention vers moi. Il a demandé ce qu'Arthur faisait ces jours-ci. Mon père a ri. C'était un son riche et sonore qui résonnait à travers le patio en pierre. Il a fait des guillemets avec ses mains parfaitement manucurées, tout en tenant les lourdes pinces de barbecue en acier inoxydable. Il a dit à tout le groupe d'hommes riches que j'étais encore, désespérément en train de me trouver. Il a dit que je jouais avec des petits ordinateurs dans un sous-sol quelque part, attendant patiemment que le monde réel frappe enfin à ma porte pour me réveiller. Le groupe entier a éclaté d'un rire sonore et authentique. Mon père a utilisé toute ma vie comme une chute de blagues faciles et bon marché pour se donner l'air du patriarche bienveillant et incroyablement patient gérant un fils excentrique profondément décevant. Juste à ce moment humiliant précis, Preston s'est garé dans l'allée circulaire avec une toute nouvelle Porsche 911 gris ardoise. Il a fait vrombir le moteur agressivement fort, s'assurant que chaque personne arrête ce qu'elle faisait pour admirer son nouveau jouet coûteux. Il est sorti, jetant les clés négligemment au voiturier, et a marché vers le barbecue avec ce sourire arrogant et exaspérant collé sur le visage. Il m'a tapé fort sur l'épaule, sa poigne un peu trop serrée, se penchant près pour que je sois le seul à pouvoir l'entendre par-dessus le brouhaha. Il m'a dit que peut-être, si j'arrêtais de jouer avec mes petits jouets informatiques et que je trouvais un vrai travail avec un vrai salaire, je pourrais m'offrir les pneus de sa nouvelle voiture. Je suis rentré chez moi cette nuit-là dans ma berline de 10 ans, lourdement cabossée. Le voyant,
check engine brillait intensément sur le tableau de bord, et la climatisation était complètement cassée, soufflant de l'air chaud sur mon visage. Le rire moqueur de mon père résonnait sans fin dans mes oreilles, faisant écho dans l'air chaud et stagnant de la voiture. C'était le son déchirant et indubitable de mon propre sang, disant au monde que j'étais une blague absolue. J'ai serré le volant en plastique bon marché jusqu'à ce que mes articulations deviennent complètement blanches, mes ongles s'enfonçant douloureusement dans mes paumes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé violemment le tableau de bord. J'ai fait un vœu silencieux, inébranlable et blindé, juste là, à ce moment-là. Je construirais un empire d'entreprises si massif, si indéniablement puissant qu'il jetterait une ombre glaciale permanente sur tout leur monde. Et je le ferais sans jamais leur demander un seul centime. Cette douleur cuisante et profondément enracinée est devenue mon carburant ultime. Quand mes parents étaient assis à des dîners de Thanksgiving pour discuter de leurs prochaines vacances de luxe au ski à Aspen, j'étudiais intensément les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Quand Preston se vantait bruyamment de ses énormes primes de fin d'année, je réseautais tranquillement avec des ingénieurs logiciels brillants sur des forums de codage anonymes tard dans la nuit. J'ai appris très tôt que réussir massivement dans le silence absolu est l'arme la plus mortelle et la plus efficace contre les gens qui prospèrent désespérément sur le bruit et la validation constante. Mais l'isolement prolongé vous rend vulnérable. Il crée une faim désespérée et tenace pour n'importe quel petit morceau de connexion familiale authentique. Et cela m'amène à l'oncle Charles. Charles était le frère cadet de mon père. L'oncle soi-disant cool et accessible qui semblait toujours un peu plus rebelle, un peu plus terre à accent grave terre que le reste du clan Sterling férocement compétitif. Il était le seul membre de la famille qui appelait occasionnellement mon téléphone pour demander comment allait ma petite start-up. Il passait à mon terrible appartement exigu, m'apportait une tasse de café noir décent, écoutait mes luttes interminables avec la hausse des coûts des serveurs et me tapotait chaleureusement le dos. Je pensais sincèrement avoir un véritable allié dans la famille. J'étais si totalement aveuglé par mon besoin désespéré de soutien que je n'ai jamais pris le temps de remettre en question ses vrais motifs. J'ai déversé tout mon cœur à Charles. Je lui ai parlé de mes grandes ambitions, de mes obstacles techniques complexes, de mes peurs profondes de l'échec et de mes rêves fous de décrocher un client corporatif majeur. Il hochait la tête avec sympathie, me disant de continuer à avancer, m'assurant que j'étais à l'aube de quelque chose de vraiment grand. Je pensais qu'il était mon port sûr dans une famille entièrement composée de requins. J'étais sur le point de découvrir que le port était lourdement piégé avec des explosifs, et que l'oncle en qui j'avais confiance était la personne même tenant le détonateur. Les premiers jours épuisants de Quantum Nexus furent brutalement durs. Une véritable et incessante épreuve par le feu. Je me suis associé à un ingénieur en chef brillant et hautement excentrique nommé Marcus, et nous vivions pratiquement dans mon minuscule appartement mal ventilé. Nous survivions avec des nouilles ramen bon marché, dormions par roulement sur le sol en bois dur et caudions jusqu'à ce que nos yeux brûlent et que nos doigts se crispent physiquement. Nous construisions un réseau prédictif piloté par l'IA incroyablement complexe, capable d'optimiser parfaitement les itinéraires d'expéditions mondiaux en temps réel. C'était un système révolutionnaire capable de prédire instantanément les conditions météorologiques sévères, de suivre les retards portuaires et de calculer les coûts de carburant fluctuants, permettant ainsi aux entreprises logistiques massives d'économiser des milliards de dollars par an. Nous étions incroyablement proches d'une percée majeure qui allait changer l'industrie. Mais nous étions complètement et totalement à court d'argent. Les frais exorbitants d'hébergement des serveurs nous submergeaient activement. Mes cartes de crédit personnel étaient complètement au maximum. J'avais désespérément besoin d'un salaire stable et fiable juste pour garder les lumières allumées et les serveurs en marche pendant que nous finalisions la version bêta finale du logiciel. J'ai ravalé toute ma fierté et j'ai formellement postulé pour un poste très compétitif d'analyste logistique senior dans une grande entreprise du centre-ville. C'était le travail absolument parfait pour financer l'entreprise tout en me gardant activement engagé dans l'industrie. Je me suis préparé intensément pendant des semaines. J'ai acheté un costume bon marché dans un magasin de rabais, je l'ai ajusté moi-même avec une aiguille et du fil pour le rendre un tant soit peu présentable, et j'ai complètement réussi le processus d'entretien épuisant. Le responsable du recrutement senior m'a pratiquement garanti le poste sur le champ. Nous avons explicitement discuté des attentes salariales, des avantages sociaux, et il m'a dit qu'il rédigeait activement la lettre d'offre officielle. J'étais extatique. J'avais enfin une bouée de sauvetage sécurisée. Puis, exactement 3 jours plus tard, j'ai reçu un courriel de refus froid et entièrement générique. Pas d'explication, pas de feedback constructif, pas d'appel téléphonique poli,
juste une porte claquée et un formulaire standard me souhaitant bonne chance dans mes projets futurs. J'étais dévasté. Je me suis assis lourdement sur mon sol dans l'obscurité, convaincu que j'avais fondamentalement échoué encore une fois, fermement convaincu que peut-être mon arrogante famille avait raison à mon sujet depuis le début. Ce n'est que plusieurs mois agonisants plus tard, lors d'un audit de serveur de routine tard dans la nuit pour libérer de l'espace numérique, que je suis tombé sur l'horrible et indéniable vérité. Je nettoyais un ancien disque cloud familial partagé que mes parents utilisaient pour stocker en toute sécurité des documents fiscaux, des relevés de comptes de retraite et des documents d'héritage sensibles. J'ai remarqué un dossier caché, enfoui profondément dans le répertoire, nommé simplement avec mes initiales. À l'intérieur se trouvait un seul fichier d'enregistrement audio compressé. C'était un message vocal que Preston avait intentionnellement transféré à mon père pour se vanter fièrement de son « travail ». J'ai appuyé sur lecture, le son clair résonnant bruyamment dans mon appartement calme et vide. C'était la voix indubitable de Preston, parlant directement au responsable du recrutement senior de l'entreprise corporative où j'avais postulé. Preston s'est présenté en douceur comme un membre de la famille profondément inquiet et un gestionnaire de patrimoine senior chez Sterling Financial. Il a parlé professionnellement avec exactement le même charme venimeux et persuasif que mon père utilisait constamment. Il a menti effrontément, avertissant le responsable que j'étais mentalement instable, très enclin à un comportement erratique et que j'avais une longue histoire, minutieusement documentée, d'abandon de projet et de responsabilités critiques. Il a explicitement déclaré que m'embaucher serait une responsabilité massive et dangereuse pour leur culture d'entreprise et leur a fortement conseillé de se tourner vers d'autres candidats plus fiables. Mon souffle s'est coupé douloureusement dans ma gorge. Mon propre frère de sang avait activement et malicieusement saboté ma survie de base. Il ne voulait pas seulement me battre au jeu de la vie. Il voulait s'assurer que je ne puisse même jamais entrer dans la course. Il s'est assuré activement que je reste le jeune frère en difficulté, pathétique et profondément imparfait, afin de pouvoir maintenir sans effort son statut incontesté d'enfant doré et parfait de la famille. Mais les couches écœurantes de trahison ne s'arrêtaient pas là. Dans ce même dossier caché, j'ai trouvé une chaîne de mails téléchargée de plusieurs pages entre Preston et l'oncle Charles. Charles, l'homme qui m'apportait du café chaud, l'homme qui écoutait patiemment mes peurs les plus profondes et mes plus grands rêves, rapportait méthodiquement chaque détail de ma vie à Preston et à mon père. Il détaillait mes graves difficultés financières, mes moments de doute intenses et paralysants, et mon besoin désespéré et urgent de ce travail logistique spécifique. Charles n'était pas un allié. C'était un espion rémunéré. Il échangeait mes vulnérabilités et mes secrets les plus profonds contre une meilleure place à la table de dîner élitiste de mon père et une part plus favorable des investissements immobiliers lucratifs de la famille. Je suis resté absolument figé dans la lueur sombre de mes multiples moniteurs, sentant un vide froid et creux se répandre rapidement dans ma poitrine, remplaçant la colère par de la glace pure. Ils ne voulaient pas seulement que j'échoue naturellement. Ils étaient activement, minutieusement en train d'ingénier ma destruction totale. Ils me voulaient briser, en faillite et humilié publiquement afin que je sois éventuellement forcé de ramper vers eux et de mendier un emploi de bas niveau pour répondre à leur téléphone. À jamais endetté envers leur miséricorde toxique. Je ne les ai pas confrontés immédiatement. La confrontation donne à l'ennemi une chance de préparer ses défenses et de tisser une nouvelle toile de mensonges. Au lieu de cela, j'ai canalisé chaque once de cette profonde trahison, chaque goutte sombre de cette colère toxique directement dans le code. Marcus et moi nous sommes enfermés entièrement loin du monde extérieur. Nous avons complètement cessé de dormir. Nous avons construit le système logistique le plus robuste, le plus incassable et le plus sophistiqué que l'industrie ait jamais vu. Alors que l'entreprise grandissait rapidement et silencieusement dans l'ombre, nous avons finalement dû sécuriser un petit espace de bureau privé et embaucher une équipe de développement centrale. L'une de nos principales développeuses était une femme brillante nommée Elena. Elle était incroyablement rapide, hautement efficace et semblait totalement dédiée à la grande vision de Quantum Nexus. Mais la paranoïa sévère est une cicatrice permanente et laide lorsque votre propre chair et votre propre sang vous poignardent à plusieurs reprises dans le dos. Je ne faisais confiance à absolument personne. J'ai mis en place des protocoles de sécurité internes avancés et hautement classifiés que personne d'autre dans l'entreprise ne connaissait, suivant silencieusement chaque ligne de code téléchargée, consultée ou transférée depuis nos serveurs sécurisés principaux. Exactement une semaine avant que nous devions présenter notre logiciel bêta final et poli à un consortium massif de conglomérats d'expéditions internationaux, le pitch décisif qui nous propulserait ou nous briserait, mon tableau de bord de sécurité caché s'est allumé en rouge vif.
des paquets de données massifs et lourdement cryptés étaient rapidement acheminés vers un serveur externe inconnu au milieu de la nuit. J'ai suivi l'adresse IP complexe minutieusement. Elle appartenait directement à une société écran appartenant à David, le PDG agressif et impitoyable de notre plus grand concurrent dans l'espace des logiciels logistiques. Elena volait activement notre code source propriétaire. Elle prévoyait de vendre tout le cerveau de notre entreprise à un rival quelques jours avant notre plus grand pitch, probablement pour un paiement massif et transformateur qui lui permettrait de prendre une retraite anticipée confortable. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas crié, jeté des choses ou appelé la police dans une rage frénétique. J'ai marché calmement vers le bureau d'Elena le lendemain matin. Elle a levé les yeux de ses 2 moniteurs, offrant un sourire doux et parfaitement innocent. Je lui ai demandé calmement d'entrer dans le couloir vitré pour une brève discussion privée. Je lui ai remis un dossier épais, fraîchement imprimé, contenant les journaux exacts et indéniables de ses transferts de données de minuit, les traces de routage IP précises et une ébauche complète de la poursuite judiciaire massive de plusieurs millions de dollars que mon avocat d'entreprise agressif avait préparé 30 minutes plus tôt. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix entièrement stable et à peine au-dessus d'un murmure. Je lui ai dit que le code lourdement crypté qu'elle avait passé les 3 dernières heures à télécharger frénétiquement la nuit précédente était en fait un paquet leur sophistiqué, lourdement intégré avec un logiciel malveillant agressif et auto-répliquant. Je lui ai dit que si David essayait ne serait-ce que d'ouvrir ce fichier sur son réseau sécurisé, cela effacerait complètement son serveur de développement entier et grillerait irrévocablement leur matériel coûteux. Je l'ai licenciée sur le champ et je l'ai informée avec une certitude absolue et glaciale que si elle prononçait encore une fois le nom de Quantum Nexus ou contactait qui que ce soit dans l'industrie logistique, je l'enterrerais sous tellement de dettes juridiques que ses futurs petits-enfants paieraient encore la poursuite. Elle a pris une teinte pâle écœurante, ses mains tremblant visiblement de manière incontrôlable alors qu'elle attrapait son sac de créateur et courait hors du bâtiment sans proférer un seul mot de défense. Je suis retourné dans le bureau principal, j'ai versé une nouvelle tasse de café noir et j'ai dit à Marcus que nous avions un pitch massif à gagner. C'est le moment déterminant précis où j'ai réalisé que le petit garçon effrayé cherchant désespérément l'approbation de sa famille était complètement, totalement mort. J'étais un PDG maintenant, et j'étais complètement prêt pour la guerre. 3 jours agonisants avant le dîner de fiançailles extravagant et très attendu de Preston au Liardan, le silence absolu dans mon appartement était assourdissant. Mon téléphone a vibré agressivement sur le bureau en bois, brisant la concentration calme de ma matinée. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant brillant sur l'écran. C'était Preston. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, mon rythme cardiaque stable, avant de finalement glisser pour répondre. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment j'allais ou si j'étais en bonne santé. Il s'est lancé directement dans son ton typiquement condescendant et hautement autoritaire. Il m'a dit que le dîner de fiançailles arrivait ce week-end et qu'il savait que les choses étaient probablement incroyablement serrées pour moi financièrement parlant. Il a même ri au bout du fil, un son sec et profondément moqueur qui a fait grincer ma mâchoire assez fort pour casser une dent. Il a généreusement, arrogamment proposé de me virer exactement 500 $. Il m'a dit de prendre l'argent et d'aller acheter un costume qui ne ressemblait pas à ce qu'il venait d'un bac de dons de charité bon marché ou d'un rayon de liquidation dans un magasin discount. Il a explicitement déclaré, d'une voix absolument dégoulinante d'une arrogance imméritée, qu'il voulait que je sois, un tant soit peu présentable, pour Victoria. Il a dit que les premières impressions comptaient dans son monde et qu'il ne pouvait tout simplement pas laisser son frère en difficulté, excentrique et financièrement instable ruiner son image impeccable devant une puissance majeure de la Silicon Valley. Présentable. Le mot profondément insultant résonnait bruyamment dans mon esprit. Il ne voulait pas m'aider. Il n'avait aucun désir de me voir réussir. Il voulait me curater. Il voulait acheter un accessoire bon marché qui s'intégrait parfaitement dans l'arrière-plan de sa vie parfaite, riche et soigneusement construite. Il voulait s'assurer que le portrait de famille coûteux n'ait aucune tache laide et non polie. J'ai gardé ma voix dangereusement calme, complètement dépourvue de toute réaction émotionnelle qu'il recherchait désespérément. Je l'ai remercié pour sa généreuse offre, mais j'ai poliment et fermement décliné, déclarant que j'avais déjà quelque chose de parfaitement approprié à porter. Il a insisté sur la question agressivement, son ton passant instantanément de moqueur à profondément irrité. Il a insisté sur le fait qu'il voulait juste que tout soit absolument parfait et que je ne devrais pas être obstinément fier à propos de l'acceptation d'un peu de charité familiale. Je l'ai assuré avec une certitude absolue et glaciale que tout serait exactement comme il devrait l'être. J'ai raccroché le téléphone sans attendre sa réponse et j'ai déposé l'appareil sur le bureau. Ce que Preston ne voyait pas,
ce qu'aucun d'entre eux n'a jamais pris la peine de demander ou de se soucier pendant même une seule seconde, c'était la réalité réelle et indéniable de ma vie. Pendant qu'ils jouaient au double au tennis au club de membres exclusifs et se vantaient bruyamment des rendements des fonds communs de placement de leurs clients dans les vestiaires, j'étais en conférence téléphonique à 4 heures du matin avec des développeurs logiciels principaux à Zurich et des cadres logistiques seniors à Tokyo. Pendant qu'ils s'inquiétaient des arrangements floraux spécifiques et des plans de table stricts pour un dîner prétentieux, j'étais assis dans des salles de conseil en train de conclure un cycle de financement massif de série B avec un consortium féroce d'investisseurs internationaux qui voyaient clairement le potentiel de domination mondiale absolue de Quantum Nexus. J'ai tourné mon attention vers mon immense moniteur d'ordinateur ultra large. Affichée brillamment sur l'écran se trouvait la feuille de conditions corporatives finale et juridiquement contraignante. Les signatures numériques étaient entièrement vérifiées. L'encre virtuelle était complètement sèche. Quantum Nexus avait officiellement sécurisé 40 millions de dollars en financement de série B. La nouvelle valorisation corporative de mon entreprise était maintenant significativement et vertigineusement plus élevée que tout le cabinet de gestion de patrimoine de mon père, ses diverses propriétés immobilières et le fonds de fiducie massif de Preston, tous combinés. L'ironie profonde était si épaisse, si incroyablement puissante, que je pouvais pratiquement la goûter dans l'air vicié de mon bureau. J'avais opéré sous un accord de non-divulgation strict et blindé pendant de longs mois. La presse financière agressive connaissait le nom de l'entreprise. Il connaissait le produit logistique révolutionnaire. Et il connaissait certainement les chiffres de valorisation massifs, mais il ne connaissait pas le visage ou le nom du fondateur. J'étais connu exclusivement dans les cercles industriels fermés et hautement secrets simplement sous le nom du « fantôme de Chicago ». J'ai activement laissé les rumeurs folles tourbillonner. J'ai laissé le mystère intense construire le battage médiatique, propulsant la valorisation de l'entreprise encore plus haut chaque semaine qui passait. Et maintenant, l'accord de non-divulgation était officiellement levé. Un journaliste d'investigation majeur et hautement respecté chez Bloomberg m'avait contacté il y a des semaines, assemblant minutieusement le puzzle complexe à travers des documents d'entreprises obscures et des conseils d'initiés anonymes. J'avais finalement accordé l'entrevue approfondie exclusive, confirmant formellement ma véritable identité et ma propriété absolue et exclusive de la technologie révolutionnaire. L'article de fond massif en première page devait être publié en ligne exactement le soir du dîner de fiançailles, parfaitement synchronisé à la minute près. J'ai marché lentement vers mon petit placard exigu et j'ai intentionnellement ignoré les quelques costumes sur mesure décents que je possédais réellement. J'ai tendu la main au-delà des cravates en soie et des chemises habillées impeccables et coûteuses que je réservais pour les réunions de conseil. J'ai attrapé un pull gris foncé uni, légèrement délavé. Il était complètement propre. Il était soigné, mais il était loin, très loin d'une marque de créateur reconnue. C'était exactement le genre de vêtements bon marché et insignifiant que ma famille méprisait profondément. Le genre de vêtements qui signalait clairement un échec complet dans leur monde superficiel et hautement superficiel. Je l'ai enfilé par-dessus ma tête et je suis resté là à regarder mon reflet dans le miroir pleine longueur. Je ne ressemblais pas à un fondateur technologique milliardaire fraîchement né. Je ressemblais exactement à Arthur Sterling, la déception familiale ultime. Et c'était exactement l'image que je voulais qu'il voie. Je voulais qu'il se sente largement et indéniablement supérieur. Je voulais qu'il grimpe au sommet absolu de leur arrogance aveuglante et de leur importance personnelle, parce que je savais avec une certitude absolue et terrifiante que plus il grimpait sur cette montagne d'ego, plus la chute serait dure, rapide et profondément destructrice lorsque la gravité brutale de la réalité entrerait enfin en jeu. J'ai attrapé mes clés, mon portefeuille et je suis sorti par la porte lourde de l'appartement. L'air frais et vif du soir a frappé mon visage alors que je hélais un taxi jaune, dirigeant le chauffeur vers le quartier des restaurants haut de gamme du centre-ville. Je savais exactement quel environnement toxique m'attendait à l'intérieur de la pièce privée lourdement gardée du liardant. Je connaissais les commentaires désobligeants, les levées d'yeux dramatiques, la fausse pitié condescendante et le jugement lourd et étouffant, tout était parfaitement préparé et prêt à être servi malicieusement aux côtés du vin ridiculement cher et du caviar importé. Je me suis assis tranquillement à l'arrière du taxi grinçant, regardant les lumières vives de la ville se brouiller au-delà de la fenêtre rayée. Mon cœur était complètement et déconcertant stable. Il n'y avait absolument aucune peur persistante dans mon corps, aucune anxiété paralysante à propos de chercher leur validation ou leur approbation. Il n'y avait qu'une anticipation froide, tranchante et profondément exaltante. J'étais sur le point de marcher directement au centre exact de l'œil de la tempête, parfaitement calme, parfaitement conscient que je tenais enfin la foudre dans mes deux mains, prêt à frapper le sol et à brûler toute leur illusion en cendres.
Je suis sorti de l'arrière du taxi jaune grinçant et je suis resté fermement sur l'entrée pavée, immaculée et balayée d'huile ardent. Le vent vif et mordant du soir de Chicago fouettait autour des grands bâtiments, mais le restaurant lui-même semblait exister dans un climat complètement différent, lourdement isolé. Les lourdes portes d'entrée en acajou poli, ornées de poignées en laiton complexe, ont été immédiatement maintenues ouvertes par un hôte à la posture parfaite, portant un smoking minutieusement ajusté qui coûtait indubitablement beaucoup plus cher que ma toute première voiture. J'ai donné à l'hôtesse élégante le nom de la réservation familiale privée, et elle m'a guidé en douceur et silencieusement à travers la salle à manger principale, bondée et faiblement éclairée. Le restaurant entier bourdonnait du murmure calme, coûteux et hautement exclusif de l'élite financière absolue de Chicago. Des hommes en costumes italiens sur mesure, cousus main, et des femmes dégoulinant de bijoux en diamants subtils et incroyablement coûteux dînaient gracieusement sous des lustres en cristal importé massif qui jetaient une lueur dorée chaude sur la pièce. J'ai été conduit le long d'un couloir faiblement éclairé et lourdement tapissé vers la salle de cave à vin hautement exclusive et lourdement gardée, réservée exclusivement aux invités VIP qui dépensaient des milliers de dollars en un seul mardi soir. La lourde porte en chêne massif était légèrement entr'ouverte, laissant une lueur de lumière se répandre dans le couloir. Je pouvais entendre le rire tonitruant, hautement théâtral et complètement faux de mon père résonner dans l'espace calme avant même que je ne pose le pied à l'intérieur de la salle à manger privée. J'ai pris une profonde inspiration, recentrant mon esprit, et je suis entré lentement. J'ai pris mon siège désigné à l'extrémité isolée de la longue table à manger lourdement décorée. La dynamique interpersonnelle dans la pièce était exactement comme je l'avais anticipé pendant mon long et silencieux trajet en taxi à travers la ville. Mon père, Richard, tenait activement et agressivement Salon à l'extrémité absolue de la table, exactement là où il exigeait toujours de s'asseoir. Sa lourde montre de luxe en or massif captait la lumière ambiante tamisée à chaque fois. Il faisait de grands gestes pour souligner un point dans ses histoires interminables et intéressées. Ma mère, Eleanor, était assise immédiatement à sa droite, jouant le rôle de la matriarche dévouée et solidaire. Sa posture était complètement rigide, sa colonne vertébrale parfaitement droite, et son sourire était entièrement artificiel et tendu alors qu'elle hochait la tête à n'importe quelle anecdote ennuyeuse et auto-agrandissante que mon frère aîné Preston récitait actuellement pour la pièce. Preston était assis juste à côté de sa fiancée, Victoria, son bras drapé négligemment et lourdement sur le dossier de sa chaise coûteuse dans un étalage flagrant et primitif de propriété territoriale. L'oncle Charles était là, aussi, assis tranquillement à l'extrémité lointaine de la table, tourbillonnant et sirotant doucement un cabernet millésimé incroyablement cher. Il agissait exactement comme le membre de la famille solidaire, terre à accent grave terre et relatable, tout en appréciant secrètement et profondément la hiérarchie toxique et oppressive qu'il avait aidé à maintenir agressivement en nourrissant mon père de mes secrets. Les deux premiers plats extravagants, un tartare de bœuf délicat et un plat de pétoncle parfaitement saisi, furent lentement et méthodiquement débarrassés par des serveurs silencieux et hautement efficaces qui se déplaçaient autour de la pièce privée comme des fantômes absolus portant des gants en coton blanc immaculé. Les insultes et les coups de couteau subtils et tranchants à mes dépens coulaient régulièrement aux côtés du vin français importé depuis plus d'une heure et demie. Mon père avait passé de solides 20 minutes à discuter bruyamment d'une affaire de divorce très médiatisée et incroyablement sale qu'un de ses riches clients de gestion de patrimoine traversait actuellement. Il s'était spécifiquement et joyeusement vanté à la table de la manière dont l'avocat d'entreprise impitoyable de l'homme avait agressif, stratégiquement et avec succès protégé son patrimoine immobilier commercial massif et ses comptes offshore de son ex-femme bientôt, lors de la bataille de garde amère et hautement médiatisée pour leurs 3 enfants. Il utilisait activement l'histoire familiale tragique et brisée pour enchaîner avec force sur une longue conférence entièrement non sollicitée sur l'importance extrême de protéger les actifs familiaux précieux et de sécuriser des accords prénuptiaux blindés. Pendant qu'il délivrait cette conférence, il n'arrêtait pas de regarder directement le long de la table vers moi, fixant mon pull de friperie bon marché, agissant comme si j'étais une menace parasitaire littérale et imminente pour leur précieuse richesse générationnelle. Ma mère a ensuite enchaîné harmonieusement, déplaçant en douceur le sujet du dîner vers un récent enterrement somptueux et très fréquenté auquel ils avaient assisté pour un politicien local éminent. Elle n'a pas exprimé une seule once de chagrin authentique, de tristesse ou de sympathie humaine de base pour la veuve en deuil ou les enfants. Au lieu de cela, elle a passé 10 minutes complètes à disséquer agressivement l'héritage financier massif que l'homme était censé avoir laissé derrière lui. Elle s'est penchée près, baissant la voix de manière conspiratrice, et a colporté agressivement sur la lutte juridique vicieuse qui brassait actuellement et inévitablement parmi les héritiers ingrats sur un domaine massif dans les Hantons. C'était entièrement et profondément écœurant à témoigner de première main. Ma famille voyait chaque interaction humaine, chaque tragédie personnelle, chaque mariage et chaque étape importante uniquement à travers le prisme froid,
calculé et profondément cynique du gain financier et du levier social. Pour eux, les gens n'étaient pas réellement des êtres humains avec des sentiments et des âmes. Ils étaient simplement des portefeuilles financiers marchands et respirants à gérer, à exploiter impitoyablement ou à ignorer entièrement si leur valeur nette n'était pas assez élevée pour compter. Preston, sentant le besoin désespéré et brûlant de reprendre le centre des projecteurs des histoires interminables de mes parents, a commencé à se vanter bruyamment et agressivement de sa toute dernière promotion corporative au sein de l'entreprise familiale. Il a gonflé agressivement ses nouveaux chiffres de salaire de base pour que toute la table les entende, lançant des chiffres massifs et se vantant bruyamment de l'énorme prime de vacances de fin d'année sans précédent qu'il attendait en quelques courts mois. Il a regardé directement Victoria, ses yeux affamés, désespérés et suppliants pour sa validation et sa réaction impressionnée. Mais Victoria a simplement offert un signe de tête serrée, incroyablement poli et complètement illisible. C'était une femme qui n'était absolument pas facilement impressionnée par des chiffres flashy et fabriqués ou par des hommes portant des costumes coûteux achetés avec l'argent de leur père. Elle construisait de vrais empires technologiques qui changeaient le monde. Elle ne gérait pas seulement passivement l'argent des autres et ne prélevait pas un pourcentage important sur le dessus pour ne rien faire d'une valeur réelle. Puis, exactement comme je savais qu'il finirait par le faire, Preston a tourné son viseur directement sur moi. Il avait besoin d'une cible pour s'élever, et j'étais le sac de frappe désigné. Il m'a demandé comment allait, mon petit passe-temps informatique pathétique, sa voix dégoulinant d'une condescendance lourde, insupportable et étouffante. Il a suggéré bruyamment, avec un sourire moqueur et cruel collé sur son visage, que je devrais vraiment envisager de trouver un vrai travail stable avec un salaire corporatif fiable et un plan 401K assorti avant d'atteindre mes 30 ans et de devenir complètement et désespérément inemployable pour le reste de la société corporative civilisée. Il s'est même tourné vers Victoria, a pointé son doigt vers moi et lui a dit que mon seul plan de retraite viable était d'espérer aveuglément drainer ce qui restait de mon fonds universitaire d'enfance que j'avais apparemment gaspillé en achetant des pièces informatiques bon marché. La table entière, moins Victoria, a éclaté d'un rire authentique, cruel, tonitruant et résonnant. Ils se liaient activement et joyeusement sur ma misère perçue et mon manque total de succès. Ils avaient complètement épuisé leur répertoire habituel de blagues fatiguées et répétitives sur mes vêtements bon marché et délavés, mon manque criant d'ambition professionnelle et mon minuscule studio non chauffé du mauvais côté de la ville. Mais ils continuaient à pousser de toute façon, creusant de plus en plus profondément dans leur propre puissant fond d'arrogance. L'atmosphère étouffante et profondément toxique a atteint son point culminant insupportable lorsque les dernières assiettes à dessert en porcelaine dessoufflées au chocolat pour la plupart intactes furent discrètement retirées de la table. Le chef de rang s'est approché de la table avec une révérence silencieuse, pratiquée et soumise, et a placé un dossier épais, lourd et en cuir noir contenant la facture de dîner massive et détaillée directement devant mon père. Mon père a fait un spectacle grandiose, balayé, hautement dramatique et théâtral en ouvrant lentement le dossier en cuir. Il a délibérément jeté un coup d'œil au total astronomique imprimé au bas du reçu. C'était un nombre qui couvrirait facilement et confortablement un acompte massif sur une maison de banlieue modeste dans n'importe quel quartier normal du pays. Il n'a même pas froncé un seul muscle de son visage. Il voulait désespérément et urgemment que Victoria voie que ce genre d'argent exorbitant n'était absolument rien pour lui, juste de la petite monnaie pour un homme de sa stature financière incroyable et imposante. Il a tendu la main avec confiance dans la poche de poitrine intérieure en soie de sa veste de costume sur mesure et a lentement, délibérément sorti sa lourde carte de crédit noire, métallique et hautement exclusive. Il l'a placée soigneusement, presque religieusement et cérémonieusement, au-dessus du reçu imprimé, la laissant exposer, s'assurant que le serveur et chaque personne assise à la longue table voyaient exactement quel genre de puissance financière brute et non filtrée il exerçait dans la ville. Il a ensuite regardé directement le long de la longue table vers moi, me fixant avec un regard intense. Il a mis un sourire profondément tragique, entièrement faux et condescendant de préoccupation paternelle qui a fait physiquement tourner mon estomac avec un dégoût amer et absolu. Il m'a dit, sa voix projetant clairement, de ne pas m'inquiéter de contribuer au pourboire habituel de 20% pour le personnel de service. Il a dit qu'il avait couvert tout ce dîner coûteux à plusieurs plats et que je devrais juste prendre mes petits centimes, rassembler ma petite monnaie et épargner agressivement pour mon prochain loyer d'appartement afin que je ne sois pas sans cérémonie expulsé de mon triste et pathétique petit studio et que je finisse par dormir sur son allée. Il a parlé bruyamment, sa voix tonitruante résonnant durement contre les murs en pierre de la cave à vin privée, s'assurant intentionnellement que les serveurs débarrassant les verres et le sommelier debout près de la porte en chêne entendaient chaque mot humiliant et dégradant qu'il prononçait.
Le message brutal sous-jacent était limpide et parfaitement délivré pour un maximum de dommages psychologiques, tu es le cas de charité permanent et irréparable. Tu es un fardeau financier massif et embarrassant pour cette famille parfaite. Tu n'es fondamentalement pas l'un d'entre nous. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec lui pendant une fraction de seconde. Je n'ai pas rétréci dans ma lourde chaise en bois. Je n'ai pas rougi et je n'ai pas détourné le regard dans une onde profonde et attendue. J'ai juste hoché la tête lentement, une fois, mon visage étant un masque stoïque, complètement illisible, gelé et incassable. J'ai laissé le silence lourd s'étirer. J'ai laissé l'arrogance pure, étouffante et aveuglante de sa déclaration planer lourdement dans l'air entre nous, polluant la pièce. Le silence dans ma gorge semblait incroyablement et terrifiantement puissant, exactement comme une arme entièrement chargée et de gros calibre que j'attendais simplement la seconde parfaite et hautement calculée pour décharger directement dans leur réalité. Je savais exactement ce qui reposait actuellement en toute sécurité sur mes comptes bancaires corporatifs à ce moment précis. Je savais exactement à quoi ressemblait la page d'accueil financière de Bloomberg à cette seconde exacte, diffusant mon identité au monde financier entier. J'étais entièrement, complètement et profondément en paix au centre absolu de leur petite tempête fabriquée, toxique et pathétique. Victoria avait tranquillement, intensément et silencieusement regardé toute cette dynamique familiale horrible et abusive se dérouler toute la soirée. Elle avait à peine touché son deuxième verre de vin importé coûteux. Ses yeux perçants, hautement analytiques et perçants d'artères rapidement et intelligemment entre le sourire arrogant et hautement agaçant de Preston, l'ego gonflé et complètement incontrôlé de mon père, le silence profondément complice et habilitant de ma mère, et mon calme tranquille, absolu et déconcertant. C'était une femme brillante qui gagnait une vie très lucrative et hautement réussie en lisant des gens complexes, en évaluant des fondateurs ambitieux sous une pression extrême et en repérant les fraudes creuses et absolues à 1 kilomètre de distance. Elle pouvait clairement voir la pourriture toxique profonde et irréversible au cœur même de la fondation familiale Sterling. Elle a finalement posé délibérément sa lourde fourchette à dessert en argent sur l'assiette en porcelaine vide devant elle. Le cliquetis métallique soudain et aigu a coupé instantanément le silence suffisant, lourd et auto-satisfait de la salle privée comme un coup de feu résonnant dans un canyon. Elle s'est penchée en avant, posant ses coudes carrément et agressivement sur la nappe blanche immaculée. Elle a ignoré entièrement mon père. Elle a ignoré entièrement mon frère assis juste à côté d'elle. Elle a dirigé son regard intense, hautement calculateur et incroyablement perçant exclusivement vers moi. Le piège était officiellement et parfaitement déclenché. Les lourdes mâchoires d'acier étaient grandes ouvertes, et ma famille se tenait juste au centre, complètement et béatement inconsciente de la destruction absolue et apocalyptique qui était sur le point de s'abattre sur leur vie parfaite. Victoria m'a regardé directement, son expression entièrement sérieuse, ses yeux sombres forant les miens avec une concentration intense, inébranlable et hautement professionnelle. Elle m'a demandé, sa voix complètement dépourvue de toute politesse sociale, de toute fausse chaleur familiale ou de toute curiosité décontractée et douce, quel était le nom légal réel enregistré de mon entreprise logistique. Elle a déclaré clairement et fermement qu'elle voulait savoir exactement ce que j'étais censé construire dans cet appartement exigu et non chauffé dans lequel j'appartenais apparemment. Elle a exigé une réponse réelle, concrète et professionnelle et refusait absolument et visiblement d'accepter les blagues dédaigneuses, pathétiques et moqueuses que ma famille continuait de lancer autour de la table pour détourner l'attention de la vérité. Preston a immédiatement gémi à voix haute, roulant des yeux dramatiquement et avec force vers le plafond en briques voûtées dans un immense spectacle d'exaspération théâtrale intense. Il a tendu la main rapidement, agressivement, essayant de placer sa main directement sur la sienne pour réduire physiquement son enquête au silence et ramener son attention vers lui et son tout nouveau costume. Il lui a dit, sa voix dégoulinant d'agacement, de ne pas encourager mes délires sauvages, pathétiques et grandioses. Il a dit avec un lourd soupir performatif qu'elle traitait avec de vrais fondateurs licornes, vérifiés, des visionnaires brillants qui changeaient le monde, déplaçaient les marchés mondiaux et perturbaient des industries entières, et que je n'étais qu'un gamin perdu jouant avec un passe-temps informatique glorifié et inutile qui ferait inévitablement faillite de manière complète et humiliante avant la fin de l'année fiscale en cours. Il a ri d'un rire sec, hautement nerveux et entièrement forcé, essayant désespérément de rediriger son attention vers ses propres réalisations creuses, sa prime à venir et sa voiture de luxe. Victoria a complètement et totalement ignoré son contact physique. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a retiré sa main brusquement et agressivement des doigts saisissants de Preston, le traitant exactement comme une distraction gênante et non pertinente. Comme un moustique bourdonnant, ses yeux sont restés verrouillés sur les miens, entièrement inflexibles, refusant de détourner le regard, elle a posé la question exacte à nouveau,
sont-on passant radicalement d'une enquête de dîner poli à l'exigence d'une réponse directe, professionnelle et absolue d'un père dans le monde des affaires. Mon cœur martelait un rythme lent, lourd et incroyablement puissant contre mes côtes. L'adrénaline était froide comme de la glace dans mes veines. C'était le moment exact, parfait et hautement anticipé que j'avais vividement imaginé pendant ces nuits innombrables, agonisantes, solitaires et sans sommeil accoudés dans l'obscurité pendant qu'ils dormaient confortablement dans leur manoir. Je me suis redressé légèrement sur ma lourde chaise en bois, roulant mes épaules en arrière, posant mes mains à plat et calmement sur la lourde table en bois, j'ai rencontré son regard intense, scrutateur et hautement intelligent et j'ai prononcé 2 mots simples d'une voix claire, complètement stable et absolument inébranlable, Quantum Nexus. Victoria s'est physiquement figée sur sa chaise. Tout son corps est devenu complètement et terrifiantement rigide, comme si un courant électrique massif à haute tension venait de tirer directement le long de sa colonne vertébrale et de verrouiller ses muscles en place. Le masque poli, sophistiqué et tolérant de la fiancée s'est instantanément évaporé sans une seule trace persistante. Il a été complètement et instantanément remplacé par le requin impitoyable, hautement prédateur, incroyablement pointu et terrifiant de la Silicon Valley qui avait fait d'elle une multimillionnaire redoutée dans le monde du capital risque. L'air lourd et étouffant de la salle à manger privée semblait soudainement complètement électrisé, vibrant intensément avec un changement soudain, massif, indéniable et sismique de pouvoir. Elle a répété le nom lentement, presque révérencieusement. Sa voix à peine un murmure mais résonnant bruyamment, les 2 mots restant lourds et incroyablement dangereux dans l'espace calme. Quantum Nexus. Elle m'a fixé, ses yeux s'élargissant dans un choc absolu, non adultéré et pur, elle m'a demandé, sa voix tremblant très légèrement avec un mélange complexe et chaotique d'incrédulité totale, de réalisation soudaine et de respect professionnel profond, si mon nom corporatif légal réel était Arthur Vance Sterling. Mon père a laissé échapper un rire bruyant, hautement nerveux, incroyablement confus et tonitruant du bout de la table. Il s'est penché en avant agressivement, saisissant son verre de vin, et essayant désespérément de reprendre le contrôle de la conversation qui glissait rapidement et dangereusement de sa prise désespérée. Il a déclaré bruyamment, presque en criant, que oui, évidemment Sterling était notre nom de famille et lui a demandé agressivement quel était son point en posant une question aussi stupide. Il était clairement intensément agacé et profondément menacé que les projecteurs se soient complètement détournés de lui, de sa fausse générosité performative et de sa précieuse carte de crédit noir hautement polie. Victoria ne l'a même pas regardé. Elle n'a même pas reconnu sa voix bruyante et tonitruante. Elle m'a regardé exclusivement et intensément avec un mélange complexe d'admiration absolue, de terreur professionnelle et de respect soudain, indéniable et profondément authentique. Elle m'a demandé, sa voix tombant à un murmure presque intense, si j'étais le fondateur et créateur unique et absolu du logiciel logistique propriétaire. Elle m'a demandé si j'étais le fantôme de Chicago, le milliardaire technologique anonyme, légendaire et hautement secret que son entreprise massive traquait, recherchait et suppliait désespérément pour une simple réunion depuis près d'une année entière et frustrante. J'ai simplement hoché la tête une fois, un mouvement lent et délibéré, tenant son regard parfaitement. J'ai tendu la main calmement vers mon verre d'eau en cristal, la condensation fraîche contre mes doigts, et j'ai pris une gorgée lente et hautement délibérée de l'eau glacée, laissant le silence écraser absolument la pièce. Victoria a fouetté sa tête vers Preston si vite que ses cheveux noirs coiffés ont claqué agressivement à travers ses épaules sur mesure. Sa voix s'est élevée, remplissant la pièce entière d'une autorité tranchante, commandante, absolue et terrifiante qui exigeait le silence total et immédiat de toutes les personnes présentes. Elle a dit à Preston, sa voix tranchant à travers son ego comme un scalpel, qu'il avait explicitement et à plusieurs reprises promis de lui présenter des visionnaires brillants et de haut niveau dans la ville de Chicago. Elle lui a dit, sa voix dégoulinant absolument de venin pur, non adultéré et de dégoût professionnel, que son prestigieux cabinet de capital risque de plusieurs milliards de dollars essayait agressivement et désespérément de sécuriser une seule, misérable et pathétique réunion d'introduction de 10 minutes avec le fondateur insaisissable et brillant de Quantum Nexus pendant 8 mois consécutifs et épuisants. Elle a révélé à toute la table stupéfaite, paralysante, silencieuse et complètement gelée que son entreprise avait une offre debout, entièrement autorisée et approuvée par le Conseil pour diriger le prochain cycle de financement de série B avec une injection de capital massive et sans précédent. Mais elle a ajouté, avec un regard brûlant et furieux dirigé carrément vers le visage pâle de Preston, qu'il ne pouvait absolument pas dépasser le pare-feu juridique blindé et hautement sophistiqué que mes avocats d'entreprise d'élite avaient construit autour de ma véritable identité. Elle a tendu la main furieusement dans son sac à main de créateur coûteux et structuré, a sorti son smartphone élégant et a tapé rapidement sur l'écran avec des doigts visiblement tremblants alimentés par l'adrénaline.
Elle a claqué le téléphone face vers le haut sur le centre de la nappe blanche immaculée. L'impact faisant cliqueter l'argenterie, la poussant agressivement directement vers mon père et Preston. C'était la page d'accueil financière de Bloomberg, en direct et en cours de mise à jour. Le gros titre massif, audacieux et immanquable occupait toute la moitié supérieure de l'écran brillant, criant la vérité dans la pièce silencieuse, la licorne invisible. Comment Quantum Nexus est devenu un perturbateur de 40 millions de dollars dans le silence absolu. Il n'y avait aucune photographie de mon visage sur l'article, juste le logo élégant, géométrique, hautement reconnaissable et mondialement déposé de mon entreprise. Mais juste là, explicitement mis en gras dans le tout premier paragraphe de l'article de fond explosif et hautement détaillé, se trouvait mon nom légal complet, Arthur Vance Sterling, fondateur unique et PDG. Victoria a pointé un doigt parfaitement manucuré et visiblement tremblant directement vers l'écran brillant. Elle a regardé directement mon père, ses yeux rétrécis, sa voix dégoulinant d'un dégoût absolu, non filtré, pur et écœurant. Elle lui a demandé si cette entreprise corporative massive et mondialement reconnue était le petit projet pathétique et ennuyeux, dont il se moquait bruyamment il y a une minute. Elle a demandé si le fondateur milliardaire vérifié assis calmement à l'autre bout de la table de lui était exactement le même jeune homme à qui il venait de dire d'épargner ses centimes pour le loyer afin qu'il ne soit pas violemment expulsé dans la rue. Mon père a fixé aveuglément l'écran du smartphone brillant. Son visage s'est rapidement vidé de tout sang et de toute couleur jusqu'à ce qu'il ressemble exactement à une terrifiante figurine de cire sans vie dans un musée. Sa mâchoire est devenue complètement flasque, restant grande ouverte dans une incrédulité pure, non adultérée et paralysante. Il semblait faire un AVC. La bouche de ma mère s'est ouverte largement, un eau parfait de choc, mais absolument aucun son n'est sorti de sa gorge. Elle semblait comme si tout l'oxygène avait été violemment et instantanément aspiré directement de ses poumons, ses mains tremblantes agrippant son collier de perles importées coûteux si étroitement que le cordon semblait prêt à se rompre. Preston a regardé frénétiquement et sauvagement de l'article de Bloomberg brillant au visage furieux de Victoria, et finalement vers moi, assis parfaitement immobile, son expression arrogante complètement fracturée, se brisant en 1 million de morceaux, révélant un mélange pathétique, hautement visible et agonisant de choc absolu, de jalousie rapide, brûlante et écœurante, et d'horreur pure, non adultérée et indéniable. L'oncle Charles est resté entièrement figé sur sa chaise, sa posture rigide, son verre de vin planant à quelques centimètres de sa bouche ouverte, réalisant soudain que le jeu d'espion pathétique, traître et à double face qu'il jouait l'avait juste complètement, irréversiblement et définitivement ruiné pour toujours. Toutes les insultes vicieuses, toutes les étiquettes toxiques, toutes les années d'abus psychologiques, cas de charité, échecs, déceptions massives, projets en cours permanents, planaient lourdement dans l'air au-dessus de la table. Ils étaient soudainement hautement radioactifs, incroyablement embarrassants et complètement, totalement et indéniablement ridicules. Toute ma famille s'étouffait activement et physiquement sur sa propre arrogance massive et incontrôlée. Mon père a finalement réussi à bégayer. Il a agrippé agressivement et désespérément le bord de la lourde table en bois, ses articulations devenant d'un blanc osseux et frappant alors qu'il essayait de s'ancrer dans une réalité qui se dissolvait rapidement. Il a bégayé aveuglément, sa voix faible, pathétique et entièrement dépouillée de son autorité tonitruante habituelle, qu'il n'avait absolument aucune idée, que je ne leur avais jamais rien dit à propos d'une valorisation corporative massive, d'une entreprise technologique mondiale en plein essor ou d'un cycle de financement de série B hautement médiatisé. Victoria l'a coupé instantanément. Sa voix était aussi froide, dure et impitoyable que l'acier industriel solide. Elle lui a dit qu'il ne savait pas parce qu'il n'avait fondamentalement, délibérément et arrogamment jamais pris la peine de demander. Mettons la vidéo en pause un instant. Merci de rester avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre 1 ci-dessous pour que je sache que vous avez été ici avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me permet aussi de savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Pour la toute première fois de mes 29 ans d'existence, ma famille hautement vocale, incroyablement opinionnée, extrêmement arrogante et constamment critique n'avait absolument et indéniablement rien à dire. Le silence dans cette salle à manger privée hautement exclusive était la symphonie la plus belle, la plus complexe, la plus profondément satisfaisante et la plus profonde que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Ce n'était pas le silence agonisant, dédaigneux et isolant d'être complètement ignoré, que j'avais enduré chaque jour de toute mon enfance. C'était le silence lourd, écrasant,
indéniable et absolue d'une hiérarchie vieille de plusieurs décennies et toxique s'effondrant complètement en poussière fine en quelques courtes et dévastatrices secondes. Le poids massif de leur propre ignorance arrogante et exposée les étouffait activement et physiquement là où ils étaient assis. Ils étaient complètement et totalement paralysés par le poids massif et indéniable de la vérité. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas crié et je n'ai pas renversé agressivement la lourde table en bois, ruinant le cristal et la porcelaine coûteux. Je n'ai pas exigé d'excuses larmoyantes et pathétiques ou frotté agressivement et puérilement mon succès financier massif dans leur visage pâle, profondément choqués et terrifiés. Le vrai pouvoir ne nécessite jamais une crise de colère bruyante et embarrassante ou un étalage public dramatique et hautement émotionnel, le vrai pouvoir absolu et terrifiant est un calme inébranlable et incassable. Je me suis simplement penché et j'ai calmement ramassé ma serviette en lin blanc sur mes genoux. Je l'ai pliée soigneusement, délibérément, en alignant parfaitement les coins, et je l'ai placée doucement à côté de mon assiette à dessert à moitié mangée. Je me suis levé lentement, prenant tout mon temps, lissant le devant du pull de friperie gris foncé uni que j'avais intentionnellement et stratégiquement choisi de porter spécifiquement pour ce moment exact et hautement anticipé. J'ai regardé directement Victoria, ignorant complètement et totalement l'existence même de mes proches parents assis entièrement paralysés et brisés à côté d'elle. J'ai souri chaleureusement, une expression authentique et complètement sincère de respect professionnel profond. Je lui ai dit, ma voix claire et polie, que c'était un plaisir absolu de la rencontrer enfin en personne, supprimant complètement tout le drame familial personnel et désordonné de mon ton professionnel. Je lui ai demandé de faire appeler mon assistant exécutif par ses associés principaux lundi matin à exactement 9 heures précises. Je lui ai dit que nous pourrions officiellement et formellement discuter de l'allocation de la série B, en supposant que son entreprise était toujours agressivement intéressée par la sécurisation d'une participation minoritaire hautement convoitée dans Quantum Nexus. Victoria a hoché la tête instantanément. Le choc paralysant absolu sur son visage a été entièrement et complètement remplacé par un sens des affaires prédateur, féroce et hautement calculé. Elle a attrapé son téléphone coûteux sur la table et l'a glissé en douceur dans la poche de sa veste sur mesure, signalant clairement et définitivement à tout le monde dans la pièce que la partie sociale, familiale et personnelle de cette soirée était complètement, définitivement et irréversiblement terminée. J'ai parlé à nouveau, ma voix entièrement stable, résonnant clairement et brusquement dans la pièce douloureusement silencieuse. J'ai annoncé calmement, comme si je discutais de la météo, que j'avais une réunion de conseil d'administration corporative majeure à 7 heures du matin et que je devais rentrer chez moi pour examiner certains contrats juridiques finaux, hautement sensibles et de plusieurs millions de dollars. Je leur ai dit, en faisant un geste vers la table, de profiter du reste du vin millésimé coûteux qu'ils aimaient si incroyablement beaucoup. J'ai regardé directement dans les yeux terrifiés, écarquillés et soudainement très vieux de mon père et j'ai délivré le coup final, fatal, indéniable et écrasant. Je lui ai demandé d'explicitement confirmer qu'il avait définitivement couvert la facture massive, tout comme il l'avait bruyamment, fièrement et arrogamment promis il y a quelques minutes. J'ai tourné le dos et je suis sorti en douceur de la pièce privée. Je n'ai pas regardé par-dessus mon épaule. L'air frais et vif de la nuit de la ville a frappé mon visage alors que je sortais du bâtiment, et j'ai pris la respiration la plus profonde, la plus propre et la plus libératrice de toute ma vie. Le poids massif et étouffant que je portais depuis l'enfance était entièrement et définitivement parti. De retour au restaurant, les conséquences immédiates furent un bain de sang absolu, non atténué et hautement destructeur. L'instant exact où j'ai franchi ces lourdes portes en chêne, Victoria s'est levée brusquement. Son dégoût intense et palpable était une force tangible et lourde dans la pièce. Elle a regardé Preston, l'homme qui avait menti de manière flagrante et malicieuse sur la stabilité mentale et la compétence professionnelle de son propre frère pour saboter agressivement un entretien d'embauche juste pour protéger son ego fragile et pathétique. Elle a retiré l'énorme bague de fiançailles en diamant sans défaut, conçue sur mesure. Elle l'a placé carrément et lourdement au centre exact de la table, juste à côté du dossier en cuir contenant la facture astronomique que mon père était maintenant forcé de payer. Elle a dit à Preston, d'une voix de glace absolue, qu'elle ne pouvait absolument pas légalement, professionnellement ou moralement se lier à une famille qui opérait avec une cruauté sociopathique si profonde, dégoûtante et incessante. Elle a attrapé son manteau coûteux et est sortie sans se retourner une seule fois. La ruine profonde ne s'est pas arrêtée là. 6 mois incroyablement rapides et hautement productifs ont passé. Alors que ma vie professionnelle s'envolait activement dans la stratosphère absolue, brisant toutes les projections, la réalité financière de ma famille s'est violemment et tragiquement écrasée directement au sol à vitesse terminale. Sterling Financial perdait lourdement et de manière incontrôlable des clients fortunés à un taux historique sans précédent.
Les rumeurs hautement dommageables de leur comportement toxique, de leur cruauté et de leur incompétence massive s'étaient répandues rapidement à travers les cercles d'élite de la ville. Preston était profondément et dangereusement en train de spiraler, lourdement accablé par des dettes personnelles massives et impayables et une carrière détruite, en chute libre et totalement anéantie. Il avait bêtement et arrogamment misé tout ce qu'il possédait sur l'hypothèse absolue qu'il épousait la richesse massive de Victoria. Le désespoir engendre un délire sévère, hautement destructeur et profondément embarrassant. Mon père, face à l'effondrement imminent, hautement public et totalement humiliant de son cabinet de gestion de patrimoine, a bêtement accepté une interview majeure, en direct et non éditée, avec un réseau de nouvelles financières nationales éminent. Lorsque le présentateur de nouvelles a évoqué mon succès massif et l'ascension mondiale de Quantum Nexus, mon père s'est penché directement vers l'objectif de la caméra. Il a complètement, malicieusement et désespérément fabriqué une histoire massive et facilement démontable. Il a menti directement à travers ses facettes coûteuses à la télévision nationale, déclarant que Sterling Financial avait fourni le financement de démarrage critique, tout mon fonds universitaire et le mentorat corporatif stratégique qui a permis à Quantum Nexus de décoller officiellement et de devenir une licorne. Il a agressivement et pathétiquement tenté de réclamer publiquement le crédit du travail de toute ma vie pour sauver son propre navire en train de couler. Exactement 2 heures après la diffusion de l'interview désastreuse, hautement fabriquée et hautement illégale de mon père, Victoria est passée en direct sur le même réseau financier national. Elle était maintenant une associée principale au conseil d'administration de Quantum Nexus. Elle était assise dans le studio lumineux, l'air férocement professionnel et totalement impitoyable. Elle a méthodiquement, impitoyablement, chirurgicalement et entièrement démantelé tout son mensonge pathétique à la télévision nationale en direct. Elle a exposé le fait froid, dur et vérifiable que j'avais entièrement autofinancé le développement initial du logiciel à partir de mon propre salaire maigre en mangeant des nouilles instantanées, sans un seul centime de soutien familial. Elle a explicitement et froidement mentionné qu'une poursuite massive en diffamation et en fraude de plusieurs millions de dollars était déjà en cours de préparation et déposée par mes avocats d'entreprise impitoyables contre Richard Sterling et Sterling Financial pour ces affirmations publiques frauduleuses. C'était une exécution corporative hautement publique, entièrement irréfutable et complètement dévastatrice. Le cours de l'action des quelques actifs cotés en bourse détenus par Sterling Financial a chuté instantanément, effaçant des quantités massives de leurs richesses restantes. Le méchant était finalement, complètement et définitivement tombé par sa propre épée arrogante. Je me tiens aujourd'hui parfaitement calme et profondément concentré dans mon vaste bureau d'angle ensoleillé au dernier étage du siège social mondial de Quantum Nexus. Les immenses fenêtres du sol au plafond, impeccables, offrent une vue panoramique époustouflante et ininterrompue sur l'horizon occupé et étendu de Chicago. La ville semble entièrement et fondamentalement différente vue d'ici haut. Les rues froides, impitoyables et sales où je marchais, hautement anxieux et complètement fauché, sentant lourdement le poids écrasant et étouffant de la profonde déception incessante de ma famille, ressemblent maintenant à une grille complexe, hautement résolvable et profondément fascinante d'opportunités logistiques massives attendant d'être optimisées. Les retombées immédiates et hautement prévisibles de l'interview télévisée chirurgicale et dévastatrice de Victoria furent absolues, totales et permanentes. Mon téléphone privé sécurisé a sonné incessamment, vibrant sur mon bureau pendant 3 jours consécutifs. C'était Preston, laissant des messages vocaux de plus en plus frénétiques, profondément désespérés et pathétiques, mendiant pour un prêt corporatif à court terme, me suppliant de couvrir ses appels de marge agressifs et de sauver ses investissements immobiliers rapidement en train de couler et hautement endettés. C'était ma mère pleurant hystériquement, sanglotant dans le combiné, me suppliant de publier une déclaration publique défendant l'honneur familial, me suppliant de retirer la poursuite massive en diffamation avant qu'elle ne les mette entièrement en faillite. Je n'ai répondu à aucun appel, pas un seul. J'ai définitivement et irrévocablement bloqué leur numéro de téléphone de mon appareil. J'ai bloqué leurs adresses e-mail du serveur corporatif. J'ai ordonné à l'équipe de sécurité armée, lourde et hautement qualifiée de mon siège social au centre-ville, d'interdire physiquement et définitivement à tout membre de la famille Sterling d'entrer dans le bâtiment en quelque circonstance que ce soit. J'ai tracé une ligne rouge absolue, impénétrable et profondément nécessaire dans le sable. J'ai finalement réalisé avec une clarté totale que garder des gens hautement toxiques dans votre vie à cause d'un sens de l'obligation biologique mal placé, profondément enraciné et complètement fabriqué, est le moyen le plus rapide et le plus certain d'empoisonner votre propre succès durement gagné. J'avais chirurgicalement coupé l'infection profonde, et pour la première fois de toute ma vie de 29 ans, j'étais parfaitement, indéniablement et profondément en bonne santé dans mon esprit et dans mon âme. Quand je regarde en arrière sur la cruauté incessante,
Les trahisons hautement calculées et profondément personnelles, les moqueries interminables et les dîners de famille profondément humiliants et incroyablement toxiques qui définissent entièrement ma jeunesse. Je ne ressens pas un sens lourd et persistant de tragédie ou de victimisation. Je réalise maintenant avec une clarté absolue, inébranlable et cristalline que leur rejet agressif et incessant était le cadeau le plus grand et le plus précieux qu'ils auraient jamais pu me donner. Si mon père m'avait réellement, sincèrement remis ce stage d'entrée de gamme pathétique et écrasant pour l'âme, si Preston avait réellement été un frère aîné solidaire et aimant au lieu d'un rival jaloux et poignardant dans le dos, j'aurais été confortablement, définitivement et heureusement piégé dans leur monde toxique, hautement superficiel et incroyablement peu profond pour toujours. J'aurais passé toute ma vie d'adulte à essayer désespérément d'être à la hauteur de leurs mesures de succès incroyablement superficielles et dénuées de sens, à gérer des portefeuilles immobiliers ennuyeux pour des gens arrogants que je méprisais fondamentalement, et à porter des costumes de créateurs inconfortables et qui grattent pour m'intégrer. Leur manque de foi profondément vocale, incroyablement cruel, en moi m'a violemment forcé à construire une base incassable, hautement résiliente et absolument solide entièrement sur mes deux pieds. Cela m'a violemment forcé à trouver ma propre tribu brillante, hautement capable et férocement loyale. Des gens exactement comme Marcus et Victoria qui valorisent profondément l'exécution intense, la loyauté inébranlable et la réalité concrète indéniable par-dessus la perception bon marché, vide et fabriquée. Mon but profond dans la vie n'est plus de chercher une validation de base auprès de gens brisés qui sont fondamentalement et psychologiquement incapables de la donner. Mon but est de construire des solutions massives et évolutives qui changent activement le monde entier et de protéger férocement la paix profonde et tranquille que je me suis battu si incroyablement dur pour sécuriser pour moi-même. À tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment et qui sont assis tranquillement, se sentant entièrement étouffés à une table de dîner tendue et en colère, se sentant complètement invisibles et entièrement incompris. À tous ceux dont la famille traite leur rêve massif de changement du monde comme une blague pathétique ou une phase embarrassante et temporaire, je veux que vous m'écoutiez très, très attentivement. Vous n'avez jamais, sous aucune circonstance, à accepter aveuglément la boîte incroyablement petite, profondément étouffante et hautement restrictive dans laquelle d'autres personnes, même vos propres parents de sang, essaient agressivement de vous forcer. Vous ne devez absolument pas votre loyauté, votre temps précieux ou votre succès financier durement gagné à des gens qui exigent explicitement votre soumission complète et incontestée et votre échec total en échange de leur amour de base, hautement conditionnel et incroyablement toxique. Ne gaspillez pas votre énergie émotionnelle précieuse et limitée à leur crier dessus ou à essayer de les forcer à comprendre votre vision. Ne gaspillez pas une seule seconde fugitive de votre temps précieux à essayer agressivement de prouver votre valeur à des gens qui sont entièrement, obstinément et agressivement engagés à vous mal comprendre. Leur ignorance profonde et enracinée est leur propre fardeau lourd et profondément malheureux à porter jusqu'à leur tombe, pas le vôtre. Prenez toute cette colère intense, toute cette profonde humiliation brûlante, toute la douleur persistante et tranchante des commentaires désobligeants et des blagues moqueuses cruelles, et canalisez-la directement, impitoyablement et silencieusement dans votre propre travail calme et dédié. Construisez votre empire massif et changeant le monde dans les ombres calmes et absolues. Laissez-les rire bruyamment et arrogamment de vous. Laissez-les se moquer de vos vêtements bon marché et de votre vieille voiture. Laissez-les se vanter agressivement de leurs réalisations creuses et moindres et de leurs titres faux et vides. Travaillez sans relâche, inlassablement et obsessionnellement pendant qu'ils dorment leur lendemain de fête. Apprenez constamment et voracement pendant qu'ils font la fête et colportent. Construisez une forteresse impénétrable, absolue et hautement rentable de valeur réelle et indéniable. Et quand le moment est absolument et parfaitement mûr, quand votre fondation est complètement inébranlable et que votre succès massif est indéniable pour le monde entier, sortez directement dans la lumière vive et laissez le poids massif, écrasant et indéniable de votre réalité briser complètement et totalement leur illusion fragile et fabriquée. Parce que la vengeance la plus douce, la plus profondément satisfaisante et incroyablement profonde dans le monde entier n'est pas de détruire activement vos ennemis ou de crier dans leur visage. C'est de les dépasser. Si complètement, si totalement et si absolument qu'ils deviennent entièrement et définitivement non pertinents pour votre vie spectaculaire, magnifiquement réussie et incroyablement paisible. Avez-vous déjà fait face à quelque chose d'incroyablement similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper silencieusement et douloureusement des parents hautement toxiques pour protéger votre propre avenir brillant et votre précieuse santé mentale? Partagez votre histoire puissante et profondément personnelle dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner explicitement pour ne pas manquer le prochain voyage incroyable. Merci de m'avoir écouté.